Bonsoir, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission Le Micro du Soir. Aujourd'hui, je reçois pour la seconde fois l'artiste française Géraldine Cario. Nous avions échangé une première fois au printemps dernier dans l'enceinte du Musée national d'art de Timișoara, en compagnie de Julien Chiappone Lucchesi, directeur de l'Institut français de Roumanie. J'ai souhaité vous inviter à nouveau, Géraldine Cario, car après Timișoara, c'est à Bucarest que vous présentez actuellement votre travail, plus précisément au pavillon Goethe, qui est situé Calea Dorobanț au numéro 34 à Bucarest. Mercredi soir, il y a eu le vernissage de votre exposition intitulée Paris-Odessa, Calatoria in Clarobscur, Paris-Odessa, voyage en clair-obscur, exposition qui se tiendra jusqu'au 17 février. Géraldine Cario, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être à nouveau au micro du soir. Je suis très content de vous retrouver après Timișoara. C'était fin mai dernier, quand vous m'aviez une première fois parlé de votre exposition. Et vous disiez que alors, votre intention artistique était notamment de montrer comment, et je vous cite, être présent à soi-même, à ce qui a été, et faire une traversée des temps afin d'aller chercher les strates qui nous composent. Voilà, j'ai retenu ça lors de notre premier échange. Quand on entre dans le pavillon Goethe, on ressent effectivement ce souci du souvenir actif. Il y a aussi beaucoup de chaleur qui se dégage de l'exposition. Une chaleur qui aide sans doute à faire passer certains messages. Alors, quels sont-ils, ces messages, ces principaux messages ? Peut-être que le principal message, c'est accepter la complexité. C'est-à-dire qu'on n'est pas univoque. L'exposition est actuellement composée de 3 parties. Donc, Paris-Odessa, qui est un ensemble de diapositives et de photos, de diapositives agrandies que j'ai faites au cours d'un voyage entre Paris et Odessa. Puis un mur, une projection de mots qui sont présentés comme des faire-part de décès et qui s'appelle Memorial for Fallen Words. Et puis un ensemble de cartons de déménagement qui ont la tête à l'envers, en quelque sorte, et qui s'appelle Roads to Exile and Return, donc les routes de l'exil et du retour. Et en fait, ça fait un ensemble qui parle évidemment de choses assez diverses. Mais malgré tout, il y a une unité. C'est-à-dire, il ne faut pas avoir peur de la complexité en pensant que ça nous enlève de la cohérence. Bien au contraire. Alors, votre travail est imprégné de la volonté de relater une histoire familiale aussi, personnelle, hein, une histoire en partie faite d'exil et de souffrance, je dirais de façon implicite. Vous ne le dites pas, mais c'est implicite. Hein. Et quand nous sommes revus mercredi soir au vernissage, je me rappelle que vous m'avez confié, je crois qu'on peut le dire à nos auditrices et auditeurs, que vous aviez la sensation d'enfin souffler, que Bucarest était une sorte d'étape finale qui permet l'apaisement, on pourrait dire ça ? Oui, disons, je suis heureuse de cette exposition. Je trouve qu'au fur et à mesure des années, peut-être que je fais un tout petit pas de plus vers une sorte d'intégrité et que c'est ça que recherche un artiste. C'est vrai qu'il y a cette première étape de Paris-Odessa où je suis allée en train dans des lieux dont j'avais entendu parler dans mon enfance. C'était des lieux dont je ne savais rien, je ne savais même pas où les situer sur une carte. C'était très flou comme impression, tous ces mots dont j'avais entendu parler, ou toutes ces expressions. Ton père est né à Francfort, ton grand-père est né à Rona de Sousse, tes arrière-grands-parents ont fui les pogroms de Kishinev. Enfin, c'était comme des phrases de surface, mais je ne savais pas ce qu'il y avait en dessous en fait. Des bribes d'une plus grande histoire, ouais. Et que j'ai essayé de rassembler pour comprendre aussi d'où je venais et peut-être prendre des leçons d'histoire
C'est-à-dire que tout ça n'a de sens que si ça nous permet de faire un pas de plus dans le futur et de s'ancrer dans le présent. Enfin, à mes yeux, ça n'a pas de sens. C'est-à-dire le passé n'est là que pour nous aider à poursuivre. Et si possible, apprendre quelques leçons. Est-ce que le mot nostalgie vous plaît? Pas vraiment. Je n'ai aucune nostalgie de ce passé-là. J'ai une tendresse pour ceux qui m'ont précédé. Une reconnaissance pour le simple fait d'avoir survécu et donc de m'avoir permis d'être là. Voilà, une petite fille d'une famille juive très explosée dans l'espace, de multiples exils. Et puis je suis là malgré tout, mais c'est grâce à eux. Parce qu'ils ont trouvé les moyens de la survie et puis de la vie, une vraie vie, quoi. Alors, vos œuvres, comme vous l'avez dit au début, sont en partie des diapositives géantes. Vous pourrez peut-être nous expliquer les aspects techniques, mais de toute façon, à l'exposition, il y a à l'entrée des textes qui expliquent votre dispositif. Sur l'une d'elles, j'ai vu que vous avez écrit que, je crois me souvenir, le vers de l'herbe, vous l'avez trouvé en Pologne. Alors ma question, évidemment, c'est de savoir si en Roumanie, parmi vos nombreux périples, parce que vous avez bien voyagé ces derniers mois dans le pays, est-ce qu'il y a une ou des couleurs qui se soient dégagées? Je ne sais pas si c'est véritablement une couleur, mais c'est une impression très particulière. J'ai retrouvé d'une manière imprévue la tombe de mon arrière-grand-père qui est mort avant la Deuxième Guerre mondiale. C'est la raison pour laquelle il a une tombe, contrairement à ses enfants, par mon grand-père et sa femme. Et j'ai retrouvé cette tombe au milieu d'une prairie. J'avais encore un contact à Renat de Sousse. Ça c'était quand, ça? C'était en 2011. Donc ça fait déjà un moment. Il a fallu que ça mature avant d'en faire quelque chose. Et donc, parce que je connaissais encore, ma famille connaissait encore quelqu'un à Renat de Sousse, c'est une femme qui était vraiment extraordinaire pour moi et qui m'a non seulement est allée me chercher à Oradea, c'est des heures de conduite, comme ça, c'est gratuitement une amitié et une générosité extraordinaire dont je lui suis reconnaissante. Et après, elle a cherché avec moi. Je comprenais pas exactement ce qu'elle cherchait. On marchait à travers champs et en fait, c'était ce cimetière qu'elle cherchait. L'enclos en était affaissé, l'entrée également. On a enjambé cette espèce d'enclos en bois, comme il y a beaucoup de bâtiments qui étaient construits comme ça dans les Maramureș, donc dans le nord de la Roumanie. Et il y avait cet ensemble de tombes, un peu de guingois, au milieu des herbes hautes et des marguerites. C'était un moment pas du tout triste, c'était quelque chose d'assez féerique en vérité. Est-ce que vous diriez que c'est le point de départ du processus artistique qui vous a mené à l'exposition d'aujourd'hui? C'est très difficile pour moi de savoir à quel moment arrive une image de ce que va être l'œuvre. C'est vraiment le moment le plus flou et qui s'efface comme s'efface un rêve. J'ai beaucoup de mal à vous dire à quel moment les images arrivent. C'est souvent au cours d'une rêverie, mais ça peut être vraiment en train de se laver les dents ou en train de marcher dans la rue. Et après, ça s'efface quasiment. Je ne sais pas comment c'est venu. Et je m'y accroche. Comment ça accrocherait un nuage? C'est très étrange. Et sur une autre diapositive, je me rappelle aussi, parce qu'il y a des phrases, des petits textes sur les diapositives. Sur l'une d'elles, vous dites que cet homme, donc on voit un homme qui est sur un balcon, qui est penché, cet homme, si je me rappelle bien, vous a empêché de visiter l'appartement de votre père, c'est ça, hein? Oui, il m'a empêché de rentrer dans l'immeuble de mon père. Alors, c'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'était à Francfort, quelques jours avant d'aller en Roumanie.
C'était quelle date à peu près? Quelle année? 2011 et je suis partie un 8 mai. En fait, ce voyage avait été repoussé parce que je m'étais cassé un os et le voyage avait été repoussé et mon départ avait fini par être fixé un 8 mai. Sauf que je n'avais pas percuté que c'était un 8 mai. Donc me voilà partant de la gare de l'Est et je vois les bus pavoisés, la gare pavoisée, des drapeaux français un peu partout. Je me dis, tiens, c'est étrange. Et tout d'un coup, je me rends compte qu'on est le 8 mai et que j'ai choisi cette date pour partir. Donc ça, c'était déjà assez... Enfin, l'inconscient nous joue de drôles de tours, quoi. Et puis, une des étapes était Francfort, où mon père est né. Je suis accompagnée d'une amie qui est allemande et qui m'accompagne. Et à l'interphone de l'immeuble, elle explique à cet homme que ma famille a vécu là et que je voudrais rentrer. Et il ne veut pas, il n'ouvre pas la porte. Et c'était une impression très étrange parce qu'à la fois, il voyait bien, on était deux femmes qui n'avaient pas l'air de criminels et il y avait cette obstination à refuser, quoi. Bon. Mais c'était une sorte de symbolique et sur les diapositives, j'ai utilisé, en fait, il faut savoir que je me suis baladée, entre guillemets, avec des guides Baedeker. Les guides Baedeker étaient des guides, les premiers guides touristiques du début du XXe siècle. Et donc, les descriptions qui sont faites des pays, c'est extraordinaire à lire parce que là, on rentre dans une sorte, une sorte d'intimité du présent, d'un passé, quoi. L'allemand, enfin, il y a des phrases genre l'allemand soupe de 18h de 6h à 8h du soir. Il est de coutume de donner un pfennig au conducteur enfin, si vous prévenez le contrôleur de votre station d'arrivée, enfin, il y a des phrases comme ça qui font pénétrer différemment dans la réalité d'un temps. Et donc, moi, je me suis baladée avec des guides comme ça. Et il y a des cartes. Mais ce sont des cartes qui, à la fois, sont semblables aux cartes du présent et à la fois sont différentes parce que les noms des rues ont changé aussi. Suivant les régimes, à Berlin, l'immeuble de ma grand-mère était côté Berlin-Est et ça a changé de nom. C'était Kaiser Wilhelmstrasse, c'était Rosa Luxemburgstrasse, et donc ce sont de petits détails qui permettent de traverser les temps, en fait. Et donc j'ai utilisé des cartes de Francfort en même temps que les images que j'ai prises sur le moment. Et comme j'ai utilisé des films transparents, qui sont des films pour imprimer des négatifs, et qui permettent de laisser passer la lumière, parce que ce sont des caissons rétroéclairés, des caissons lumineux, j'ai pu faire cet assemblage, c'est-à-dire et la photo de l'immeuble et les cartes en surimpression et avoir comme ça des strates de vision qui sont qui sont aussi des strates du temps. Et alors dans l'exposition, le présent est aussi très présent. Je pense au mémorial, le mémorial for Fallen Words, et vous vous êtes exprimé évidemment lors du vernissage et vous disiez comment ce qui se passe aujourd'hui au Proche-Orient vous a particulièrement et continue, je suppose, de vous bouleverser. Comment vous sentez-vous aujourd'hui ? C'est vraiment une question à laquelle je ne peux plus répondre depuis le 7 octobre. C'est un état d'instabilité, de grand chagrin, de volonté à la fois de remonter à chaque fois. Donc on a l'impression de tomber dans un puits creusé par des siècles de massacres et puis de remonter parce que c'est ce qu'on a appris à faire. Donc ça, c'est la réponse à comment allez-vous.
Après le massacre commis par les terroristes du Hamas sur le sol israélien le 7 octobre, quelque chose de nouveau, enfin pas de nouveau, d'éternellement renouvelé est apparu. C'est-à-dire que tout d'un coup, avant même une réponse israélienne, on a vu dans des rues européennes des foules scander des slogans antisémites ou appelant au génocide des Juifs d'Israël, des Israéliens. Et tout d'un coup, je me suis sentie vraiment percutée une nouvelle fois, quoi. Percutée, c'est-à-dire qu'un massacre donnait des idées aux autres. Ça, vous avez ressenti ça en étant à Paris? Oui, parce qu'il y avait énormément d'actes antisémites. Il faut comprendre quelque chose, c'est que les actes antisémites représentent 50% des actes racistes en France, de manière générale, mais que là, en un mois, on a eu autant d'actes racistes antisémites que l'année précédente, en un mois. Avant même toute réponse israélienne, puisqu'ils n'ont rien fait pendant 3 semaines quasiment. Et donc, voilà, les actes antisémites donnent des idées aux autres. Ça n'arrête pas, ça les fait se reproduire. Et on se retrouve dans un état quand même d'impuissance, par certains côtés assez frustrant. Par d'autres, il y a toujours quand même un soutien, je pense, très fort de la population française. Une immense majorité de nos compatriotes se sont révoltés, révulsés par ce qu'ils ont vu et entendu, et par le fait que des citoyens juifs soient attaqués pour leur appartenance au peuple juif. Mais il n'empêche, c'est toujours les plus bruyants qu'on entend, même s'ils ne sont pas les plus nombreux, les plus activistes. Est-ce que vous pensez que ce qui se passe aujourd'hui va générer quelque chose au niveau artistique chez vous? Ça a déjà généré ça, c'est-à-dire que j'ai fait ce mémorial des mots tombés au combat. Mais à partir de maintenant pour plus tard? Certainement. Oui, je pense que ça va continuer. Il faut savoir, pour ceux qui nous écoutent, que ce mémorial pour les mots tombés au combat, c'est un ensemble de mots que j'ai pris et qui m'ont semblé d'abord utilisés et réutilisés depuis 20 ans d'une manière complètement déformée et caricaturale. Et j'ai pensé à 2 choses. La première, c'est une lecture que j'avais faite et qui m'avait beaucoup frappée, qui était celle de LTI, la langue du Troisième Reich, de Victor Klemperer. Klemperer était un homme admirable, un professeur à l'université de Dresde avant la Deuxième Guerre mondiale. Il était un philologue, c'est-à-dire il s'occupait des documents, de comment analyser les documents. Il voulait écrire un livre sur les romans français du XVIIIe siècle. Et puis, avec l'accession d'Hitler au pouvoir, il perd son droit à professer, il perd tous ses droits en vérité, puisque il va être obligé de sortir de sa maison, d'aller dans une maison de juifs, il va devoir porter l'étoile, il va perdre le droit à sa machine à écrire, il va perdre le droit d'aller dans une bibliothèque, etc. Il ne lui reste plus rien. Il doit sa vie à sa femme qui est protestante et qui va le défendre bec et ongle, et qui est vraiment une héroïne, parce qu'elle va subir des pressions énormes pour se séparer de son mari, ce qu'elle ne fera jamais, et donc elle lui sauve la vie. Et il ne lui reste donc plus rien en tant qu'intellectuel, sauf à écouter la langue du Troisième Reich. Et il va prendre des notes qui pourraient lui coûter la vie, évidemment, des notes sur ce qu'il entend. Et il comprend que ça a commencé avec la langue, avec la déformation des mots, avec une pénétration dans l'esprit du peuple allemand de concepts de pernicieux, et que ça s'est infiltré comme ça. Analysé. Ouais, et il analyse ça.
Chaque mot, chaque manière de construire. En plus, en allemand, il y a beaucoup de mots valises, comme on les appelle en français, c'est-à-dire de construction. Il remarque l'association du mécanique et de l'organique, et il fait une analyse de la langue. Et moi, tout d'un coup, je suis là en 2023 et je me dis, mais ça fait 20 ans qu'on entend des mots qui sont tordus. Et on se dit, c'est tellement dingue. Mais je me suis aussi souvenu d'une deuxième chose, c'est que les intellectuels allemands avant 33 se sont dit, c'est tellement énorme. C'est pas possible, ça peut pas arriver. Ça peut pas arriver, personne va gober ces énormités. Et ils ont gobé. Et quand ils se sont rendus compte que la population avait absorbé ça comme un poison, c'était trop tard. Et donc je me suis dit, on peut pas refaire les mêmes erreurs en fait. On peut pas laisser faire le fait d'accoler à Israël le mot génocide, le mot apartheid, tout d'un coup appeler des criminels sanguinaires, violeurs, des freedom fighters, des combattants pour la paix, et appeler ça une résistance. C'est tellement vertigineux comme saut, c'est comme saut de langue, de compréhension. Et je me suis dit, en fait, nous avons été, enfin, les peuples occidentaux sont en train d'être paralysés par ce qui leur sont le plus cher. C'est-à-dire, oui, la résistance, parce que ça évoque pour nous la Deuxième Guerre mondiale, non? C'est Jean Moulin, la résistance. Freedom fighters, des hommes qui se lèvent pour se battre pour la liberté. C'est extraordinaire ce que c'est pour nous. Démocrates, occidentaux, humanistes, hommes des Lumières, hommes et femmes, évidemment. Et que tout d'un coup, ces mots qui nous sont chers sont pervertis et ça nous désarme en fait. Parce que ce sont nos mots qui sont déformés et utilisés pour une cause sinistre. Je ne parle évidemment pas de la cause des Palestiniens, mais de celle du Hamas. Et évidemment que je suis sensible en tant qu'être humain, évidemment, au malheur qui tombe sur ces populations civiles. Et j'espère qu'on trouvera un jour des dirigeants pour les amener vers autre chose que l'enfer. Géraldine Cario, une dernière question, on va revenir sur la Roumanie. Quand nous étions à Timișoara, vous disiez que la ville vous procurait, si je me souviens bien, un sentiment de douceur. Je me trompe? Absolument, j'ai adoré Timișoara. Bucarest, quel sentiment? Bucarest, alors là, il y a un mélange des temps, je trouve très 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 fort à Bucarest, parce qu'on voit toutes les strates de ce par quoi la Roumanie est passée. Et donc ça, c'est très intéressant. Il y a ces ravissantes maisons individuelles, il y a ces grandes allées ombragées, et puis tout d'un coup, il y a des bâtiments très rigides qui évoquent le pouvoir et la dureté des temps aussi, des temps sous domination communiste, soviétique, totalitaire. Et je trouve que ça, c'est émouvant de voir ça. Et puis, peut-être que Bucarest sera toujours pour moi associé à la première fois où je suis venue ici et où je n'avais qu'une journée et je cherchais un taxi. Et on m'avait prévenu contre le fait de prendre un taxi directement à la gare, ne fais pas ça, tu ne sais pas sur qui tu vas tomber, etc. Et ayant essayé d'appeler un taxi, ça ne marchait pas. Enfin, toutes mes tentatives avaient vraiment été un échec. Je finis par me dire, c'est pas grave, je vais prendre un taxi dehors. Et à l'intuition, je me dirige vers un homme. Et on a passé l'après-midi ensemble et ça a été une magnifique expérience. Et donc, c'est à ça que ce sera toujours attaché. Très bien, Géraldine Cario, merci d'avoir été une nouvelle fois au micro du soir. Ça a été un plaisir. Et j'invite évidemment les auditrices et auditeurs à se rendre au pavillon Goethe jusqu'au 17 février. Vraiment, allez voir cette très belle exposition. Voilà, c'est tout pour ce soir. Je vous dis à la semaine prochaine et Week-end Blackwood. Au revoir.